Épargner pour s'appauvrir. Plus tu épargnes, plus tu t'appauvris. Ce que je dis peut paraître contre-intuitif. Et pourtant, si tu comprends cela, tu comprendras le b.a.-ba des finances personnelles et de l'économie. Bonjour à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir ensemble pourquoi l'épargne, comme nous le concevons, est un outil d'appauvrissement et non pas d'enrichissement. En comprenant cela, je suis parvenu à gagner plusieurs milliers d'euros en quelques mois. Petit disclaimer, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Vous êtes responsable de vos finances, vous êtes responsable de vos choix financiers. Ce que je fais a pour but de vous instruire. Avant de commencer, permettez-moi de vous expliquer les fonctions de la monnaie. L'argent a trois fonctions. La première fonction est la fonction d'échange de valeur. Plus simplement, la fonction de paiement. J'ai besoin d'acheter de la viande. Dans ce cas, je vais effectuer un paiement. Je vais échanger mon argent contre de la viande. La deuxième fonction de la monnaie est la fonction d'unité de compte. Cela signifie que je peux quantifier les choses en les valorisant avec ma monnaie. Autrement dit, je peux distinguer que mon kilo de poulet vaut 6 euros et que mon kilo de bœuf en vaut 15. Et pour terminer, mon argent a une fonction de transport de valeur. La fonction de transport n'est pas une fonction de transport dans l'espace, mais dans le temps. Autrement dit, je travaille, je dépense de l'énergie contre de l'argent, contre une valeur commune, mais je n'ai pas envie de dépenser mon argent aujourd'hui, mais dans 5 jours. Si j'étais payé en bananes, il y a fort à parier que mes bananes seraient déjà trop mûres pour être échangées. Et donc les bananes échoueraient dans leur fonction de monnaie, contrairement à notre argent fiduciaire, l'euro. Donc je répète, je peux échanger, effectuer des paiements, mesurer, valoriser ce que je paye et différer mon paiement à plus tard. Et donc la notion sur laquelle on va beaucoup insister aujourd'hui, c'est cette fameuse notion de transport de valeur. Ce que j'espère, c'est que la monnaie pourra déplacer mon pouvoir d'achat aujourd'hui à demain. Et donc, acheter, c'est dépenser de la valeur que j'ai en ma possession, épargner, et différer mon achat de valeur à plus tard. Dit comme ça peut ne pas paraître clair, mais effectivement, quand j'épargne, je vais stocker ma valeur pour pouvoir effectuer ma dépense dans 1 an, 10 ans, 20 ans, voire même transmettre à mes enfants pour que mes enfants puissent effectuer cette dépense. Et donc je diffère bien mon échange de valeur. Certains économistes disent que épargner, c'est une souffrance parce que je vais me priver aujourd'hui dans l'espoir d'un achat futur meilleur. À défaut d'un achat équivalent à ce que je me prive aujourd'hui. Autrement dit, je mets mes 100 euros de côté. Ce que j'espère, c'est qu'à minima, dans 2 ans, dans 1 an, dans 10 ans, je puisse utiliser 100 euros en équivalent. Autrement dit, si ma chaise coûte 100 euros aujourd'hui, j'aimerais que si j'épargne pour acheter cette chaise, que dans 1 an, que cette chaise vale toujours 100 euros. Ce qu'on aimerait, c'est qu'en épargnant, notre monnaie fasse opérer sa troisième fonction, c'est-à-dire déporter mon pouvoir d'achat à plus tard, à minima, voire le valoriser. Mais si cela était aussi simple, ma vidéo n'existerait pas. Parce que dans tout ça, va venir s'infiltrer un phénomène insidieux qu'on appelle l'inflation. L'inflation, plus communément appelée l'augmentation du coût de la vie. On pourrait aussi dire que l'inflation, c'est la dévaluation de ma monnaie. Autrement dit, la diminution de la valeur de ce que vaut mon unité de compte. On peut totalement changer de point de vue et ne pas dire que c'est l'augmentation du coût de la vie, parce qu'on aurait l'impression que c'est tous les objets qui valent de plus en plus cher. On pourrait aussi dire que notre euro vaut de moins en moins face à tous les objets que j'ai en face de moi. Et donc il y a une dévaluation, une diminution de ce que vaut mon unité de compte. Pour mieux comprendre ce qu'est l'inflation, je vous laisse regarder cette petite vidéo que je trouve drôle mais à la fois tellement triste. How much did you pay for your first house? $12,000. C'est aberrant, vous voyez, cette vieille dame pouvait littéralement acheter une maison pour 13 000 $. Aujourd'hui, 13 000 $, c'est peut-être à peine ce qu'un ménage américain met en moyenne annuellement dans son loyer. Imaginez-vous à New York. À New York, un petit appartement, un studio vaut 7 à 8 000 $ par mois. C'est-à-dire que 13 000 $, on a quelque chose de correct à New York. Cette dame-là pouvait acheter une maison avec 13 000 $. Ça me sidère. Enfin, je suis totalement sidéré. Donc maintenant qu'on a compris avec douleur ce qu'est l'inflation, il faut comprendre que les économies, les banques centrales, la Banque Centrale Européenne, la Fed, les organismes qui gèrent les masses monétaires, la politique monétaire des États, jugent que pour avoir une croissance stable et pérenne, il faut maintenir un niveau d'inflation à 2%. Selon l'INSEE, en 2023, l'inflation a été de 4,9%. Alors prenons 30 secondes pour comprendre comment calcule-t-on l'inflation. La première étape pour calculer l'inflation, il faut déterminer un panier de consommation. Pour déterminer le panier de consommation, on va regarder ce que consomme en moyenne un ménage. Et donc dans ce panier, on va lister une centaine de produits que consomment en moyenne les ménages français. Ce panier peut inclure l'alimentation, l'énergie, le logement, les habits, les loisirs, etc., etc. Dans un deuxième temps, on va effectuer la collecte des prix. On va prendre ces divers produits, imaginons que l'on consomme en moyenne du poulet, on va aller collecter ces prix à divers endroits, dans différents magasins, dans différents centres commerciaux, pour avoir une représentation réelle de ce que coûte en moyenne ce poulet en France. C'est à ce moment qu'on va collecter ce qu'on appelle l'IPC, l'indice des prix à la consommation.
L'IPC est calculé en comparant le coût total du panier à une période donnée avec le coût total du même panier à une période de base. Et quatrièmement, l'inflation est la variation de cet IPC. Entre 100 et 105, il y a bien 5% d'inflation, d'augmentation du coût de la vie, et je préfère le dire, de diminution de votre monnaie. À ce stade de la vidéo, on a compris ce qu'est la monnaie, sa fonction, ce qu'est l'inflation. Maintenant, parlons de l'épargne. On peut choisir d'épargner notre argent sur différents supports, comme des livrets A, des livrets d'épargne populaire, des LDDS, livrets de développement durable et solidaire. Et tous ces supports ont une rémunération. En 2023, la rémunération moyenne des dépôts bancaires était de 1,83%. Maintenant, je vais vous démontrer mathématiquement pourquoi en épargnant, vous perdez votre argent. Il faut toujours calculer son taux réel. Qu'est-ce que le taux réel? Le taux réel est la rémunération de votre argent déduite de la dévaluation de votre monnaie. Maintenant, un tableau va apparaître et vous allez commencer à comprendre quelque chose d'assez intéressant. On va parler de l'argent en volume et de l'argent en valeur. Je mets 100 € en volume sur un compte d'épargne au 1er janvier 2023. En fin d'année, je disposerai en volume de 102 €. Sauf qu'en valeur, je vais devoir diminuer la valeur de mon argent de 5% par rapport à ce qu'il valait initialement en janvier. Parce que mon argent a été dévalué littéralement de 5%. Et donc, 102 € moins 5% équivaut à 96,9%. Ceci est le premier calcul à faire pour comprendre comment est dévalué notre argent. Un calcul plus simple qu'on va utiliser plus communément, que si j'ai perdu 5% et que j'en gagne 2, en réalité, je perds 3% de valeur. Et donc, mes 102 € à la fin de l'année valent 97 € en euros actualisés. On est quand même très proche des 96,9, mais la deuxième solution permet de calculer beaucoup plus rapidement et de comprendre de manière synthétique. Et si seulement ça s'arrêtait là, ce serait extrêmement génial. Sauf que la vérité est beaucoup plus sombre que cela. Parce qu'il faut comprendre deux limites à l'inflation. Et pour tous ceux et celles d'entre vous qui cogitez vite et qui comprenez vite, vous comprenez alors les deux limites. La première, c'est que j'ai dit que c'est un panier moyen de ce que consomment les Français, qui signifie que si je prends 100 produits et qu'à un moment donné, il y a un produit que les Français consommaient énormément, mais qu'ils finissent par ne plus consommer parce que son prix a fait du x2, x3. Prenons la moutarde de Dijon à cause de la guerre en Ukraine. C'est drôle ça. Donc dans votre liste de 100 produits en moyenne, un produit a fait x2. Et donc les Français en moyenne vont arrêter de consommer ce produit. Ce qui fait que ce produit sortira de la liste et sera remplacé par un nouveau produit qui lui est plus consommé. Imaginons que les Français adoraient les steaks 100% bœuf et qu'il valait 6 € et que maintenant il coûte 12 €. Dans ce cas, on va remplacer ces steaks de bœuf par des steaks de soja et eux ont augmenté en valeur que de 5%. La première limite est qu'on va enlever les produits qui deviennent trop chers pour la consommation des ménages moyens français de cette fameuse indice de référence. La deuxième limite du calcul de l'inflation est que l'inflation fonctionne par un système de pondération. Autrement dit, si les ménages voyageaient 3 fois par an autrefois, mais qu'aujourd'hui, à cause de l'augmentation du coût de la vie, ils ne voyagent qu'une fois, le voyage va passer d'un coefficient 3 à un coefficient 1. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est plus ou moins ça. Rappelez-vous à l'école, il y avait des matières qui étaient à fort coefficient quand notre matière avait un coefficient 1. Autrement dit, on s'en fichait de prendre une mauvaise note en musique, mais il fallait être rigoureux sur les matières spécialisées. Et le souci, c'est que quand un produit va diminuer dans la consommation moyenne des Français, sa place de l'inflation va diminuer également. Ce qui signifie que l'inflation réelle est beaucoup plus importante, peut-être 2 à 3 fois plus importante que ce qu'elle est réellement annoncée. J'ai appris récemment qu'entre 2020 et 2022, la BCE et la Fed ont augmenté tellement considérablement la masse monétaire, c'est-à-dire l'argent en circulation, que sur 10 € qu'on a utilisés, 4 de ces euros ont été créés durant cette période. Autrement dit, 40% de la masse monétaire en circulation a été créée en seulement 2 ans. Pour comprendre à quel point tout cela est destructeur, prenons un exemple. Nous avons 10 produits en circulation totale. A contrario, pour contrebalancer, nous avons 10 € de masse monétaire en circulation totale. Autrement dit, chaque produit vaut 1 €. Maintenant, si j'augmente d'1 € la masse monétaire, j'augmente la masse monétaire de 10%, autrement dit, chaque produit connaîtra une augmentation de 10%. Donc les produits ne vaudront plus en moyenne 1 €, mais 1,10 €, ce qui va dévaluer ma monnaie de 10%. Et donc c'est littéralement ce qui s'est produit. On avait 6 € en 2019 en circulation, on est passé de 10 € en 2022, ce qui signifie que la masse monétaire a connu une croissance de 66%, soit votre monnaie a été dévaluée de 66%. Alors, avec cette démonstration, vous comprenez pourquoi, littéralement, vous vous appauvrissez en épargnant. Est-ce qu'on ne doit plus du tout épargner? Est-ce qu'on doit totalement rejeter l'idée même de mettre de l'argent de côté? En réalité, l'épargne disponible, c'est-à-dire cette épargne à faible rémunération, a un intérêt. Mais si nous ne l'utilisons pas correctement, notre épargne, ton épargne, va t'appauvrir. Disclaimer une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement. Je ne vous dis pas que vous devez impérativement faire ça. Mais ce que je crois profondément, ce que l'on dit, c'est que le matelas de sécurité doit être une enveloppe 3 mois de salaire
à 6 mois de salaire de côté. Ainsi, on pourra se prémunir face aux coups durs. Alors moi, je serais un petit peu plus radical. Je pense que le matelas de sécurité doit être entre 2 mois et 3 mois de salaire de côté et pas plus. Pourquoi? Parce que l'épargne m'appauvrit et parce que pour moi, les 6 mois de salaire, c'est plutôt un bullshit raconté par énormément de personnes de la finance personnelle qui reprennent simplement ce que les enseignants de la finance personnelle disent aux États-Unis. Et parce qu'aux États-Unis, le risque de licenciement, le risque d'être éjecté de son appartement est beaucoup plus fort et prédominant qu'en France. En France, aujourd'hui, si je me fais licencier, je dispose d'aide sociale. Et donc clairement, le besoin en matelas de sécurité est beaucoup moins important. Maintenant, effectivement, si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise, mais de petites entreprises à faible stabilité, il est conseillé d'avoir plutôt entre 6 mois et 12 mois de salaire parce qu'il peut arriver qu'à cause d'un coup dur de l'économie, vous êtes directement impacté, ce qui fait que pendant 6 mois ou 12 mois, vous pouvez ne rien percevoir. A contrario, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont salariés, 2 à 3 mois de salaire peuvent amplement suffire. Qu'est-ce que je peux rajouter encore dans mon épargne? Ce sont tous les projets que j'ai à moins de 12 à 18 mois. Autrement dit, je veux faire un voyage l'année prochaine, ce serait intéressant quand même de garder un peu d'argent et de ne pas l'investir parce que si mes placements dévissent, ce serait intéressant d'avoir cet argent de côté et que ça n'impacte pas mes projets court terme. Clairement, avoir 5 à 6 000 euros de matelas de sécurité en plus d'une épargne projet à moins de 18 mois suffira amplement. Que faire pour se prémunir, pour se protéger contre l'inflation? Il n'y a pas de secret. Il faut investir. Oui, tu sais, mais Timothée, en investissant, je peux perdre. Effectivement, en investissant, tu peux perdre. Par contre, en épargnant ou en ne faisant strictement rien, tu es sûr de perdre. Maintenant, je vais vous donner 4 grandes classes d'actifs pour investir. La première classe d'actifs est nulle autre que l'immobilier. L'avantage de l'immobilier, c'est que c'est un outil intéressant pour pouvoir transporter de la valeur sur des longues périodes et un outil de transmission puissant. Un second avantage de l'immobilier, selon moi, est la puissance de l'effet de levier. Ça veut dire que pour pouvoir investir 150 000 euros, vous n'aurez pas besoin d'avoir 150 000 euros déposés en banque. Avec 15 000 euros, je peux investir 150 000 euros et donc avoir un levier beaucoup plus puissant et augmenter considérablement mon patrimoine pour le transporter dans le temps. L'inconvénient de l'immobilier, c'est qu'il faut quand même un certain niveau d'apport pour pouvoir payer les frais de notaire, les frais bancaires. Et bien souvent, l'immobilier, il s'agit de gros coûts. Autrement dit, je fais un investissement qui vaut 80 000 euros, 90 000 euros, 150 000 euros. Et donc, si je me plante, cela peut coûter plus cher. Deuxième inconvénient est que l'immobilier est beaucoup moins liquide que d'autres classes d'actifs. Et donc, si j'ai besoin de mobiliser mon argent, rendre liquide mon investissement, cela me prendra plus de temps. La deuxième classe d'actifs n'est nulle autre que l'entrepreneuriat. Il s'agit donc de prendre son argent et d'investir dans un projet entrepreneurial et d'y investir son temps pour que le capital plus l'énergie produisent plus de capital. L'avantage de cette classe d'actifs est que vous pourrez avoir l'indépendance et la liberté d'agir. Le deuxième avantage, c'est que c'est le moyen le plus rapide de s'enrichir et de générer de l'argent. Avec un capital de 1000 euros investi, si je travaille et que je mets beaucoup d'énergie en face, je peux éventuellement générer plusieurs milliers d'euros par mois. L'inconvénient est que cela demande des compétences, de l'investissement en temps et que les revenus ne sont pas garantis. Pour terminer, la troisième classe d'actifs que je recommande pour protéger son argent contre l'inflation, c'est la bourse. Oh, la bourse, c'est compliqué, ça monte, ça descend. Alors, je vais vous simplifier la bourse énormément. La bourse, c'est pour tous ceux et celles qui ne veulent pas entreprendre, mais qui veulent confier son argent à des gens qui savent entreprendre pour récupérer une partie de leur réussite. Maintenant, dans la bourse, et comme la plupart des classes d'actifs, il y a pour tous les niveaux. Ce qui est le plus simple, quand vous ne connaissez pas, c'est de voir un professionnel dans ce secteur et de lui confier votre argent. Ainsi, en investissant, vous pourrez avoir des rendements moyens entre 6 à 12%. Pour tous ceux qui vont me dire 12%, c'est impossible, et bien, effectivement, le S&P 500, indice américain qui reprend les 500 plus grandes entreprises américaines, performe en moyenne depuis plusieurs années de plus de 9%. L'avantage de l'investissement en bourse est la capacité de déléguer votre investissement et donc de n'y consacrer que quelques minutes par mois. Et le deuxième, c'est la capacité d'un rendement conséquent sans un effort considérable. Bien sûr, les rendements passés ne présagent pas des rendements futurs, mais elles permettent de comprendre des cycles de marché pour comprendre comment tout cela fonctionne. L'un des plus gros avantages de l'investissement boursier est la capacité de faire en sorte que son argent puisse bénéficier de l'effet cumulé, un effet exponentiel sur son argent. Qu'est-ce que l'effet cumulé? On ne reçoit pas que l'intérêt de notre capital, mais on reçoit également l'intérêt de notre capital, et ainsi de suite. L'inconvénient de cet investissement, c'est ce qu'on appelle la volatilité, autrement dit la variation vers le haut, ça dérange personne, mais la variation vers le bas peut rebuter les plus réfractaires au risque. L'inconvénient de la bourse, étant donné que c'est un milieu qui paraît opaque, souvent on peut mettre notre argent dans la main de personnes qui ne connaissent strictement rien, payer des frais surdimensionnés et perdre plus d'argent que d'en gagner. L'inconvénient également des investissements, c'est que cela nécessitera une petite formation, des recherches de votre part, quelques heures d'investissement au préalable pour comprendre ce que vous faites. Mais finalement, ce n'est qu'un moindre coût comparé à l'argent que vous perdez en ne faisant strictement rien. Et pour terminer, la quatrième classe d'actifs. Celle-ci, je ne vais pas faire comme la plupart des gens, dire la crypto-monnaie en général,
parce que je suis pas un adepte de toutes les crypto-monnaies et c'est un monde où on trouve à boire et à manger, mais je vais vraiment parler que du Bitcoin. D'ailleurs, je peux vous recommander ce livre que je trouve juste incroyable et qui explique très bien la philosophie, la technicité et pourquoi le Bitcoin est un outil qui transporte la valeur bien mieux que tout ce qu'on a pu créer dans le passé. Alors l'avantage du Bitcoin, c'est qu'il n'y en a que 21 millions. Il n'y en aura pas un seul en plus. Autrement dit, rappelez-vous du schéma. Il y a 10 € pour les 10 produits en circulation. Il n'y aura que 21 millions d'euros pour tous les différents produits contre le Bitcoin. Autrement dit, tous les produits contre le Bitcoin est déflationniste. Pour la simple et bonne raison que le Bitcoin ne pourra pas disposer d'un seul coin supplémentaire, que 21 millions. Le deuxième avantage du Bitcoin, clairement, ça peut être un argument d'appât du gain, mais c'est l'actif le plus rémunérateur sur les 10 dernières années. Aucun autre actif n'a pu performer autant que le Bitcoin sur les 10 dernières années. L'inconvénient du Bitcoin, c'est que pour y accéder, il faut un certain niveau technique. Aujourd'hui, on a des vraies couches technologiques qui permettent de simplifier tout cela. Pour être véritablement propriétaire de ces Bitcoins, il faut détenir une clé privée. Ça demande un petit niveau de technicité, mais en 1 heure ou 2, vous pourrez largement comprendre ce que c'est. Le deuxième inconvénient, vous êtes seul responsable de la sécurité de vos Bitcoins. Si vous perdez votre clé, si vous faites voler votre clé, et si en plus de cela, vous subissez une fraude à l'identité, vous ne serez que seul responsable. Le troisième inconvénient du Bitcoin, on peut avoir des volatilités à la hausse de 40 à 50% et ça, tout le monde aime. Mais comme on peut avoir des volatilités à la baisse de 30 à 20%, de 40%, de 50%, et cela, on a beaucoup plus peur. Donc pour investir dans le Bitcoin, il faut véritablement comprendre ce que c'est avant d'investir. Pour résumer tout cela, si vous ne faites strictement rien de votre argent, vous êtes sûr de vous appauvrir. Si vous tentez d'investir pour pouvoir battre l'inflation, c'est sûr qu'à des moments vous allez perdre. Mais en prenant la décision de le faire, vous allez vous mettre sur un chemin qui vous permettra de préserver votre argent, voire d'en gagner. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à exploser le bouton like parce que ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail que l'on fait, les heures que l'on passe à écrire les scripts, à tourner les vidéos, à monter les vidéos. Et surtout, laissez-moi un commentaire en me disant effectivement ça j'ai bien compris, j'ai pas bien compris, est-ce que tu peux revenir sur ce point? Je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, comme d'habitude, vous connaissez la musique, abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour beaucoup plus de contenu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!